S'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Nous cherchons un guide, en fait. Mais écoutez, vous ne pouvez pas mieux tomber. Ok, vous êtes une guide? Je suis Henri II, roi d'Angleterre. Wow, enchanté, Henri II. Très heureux, Bon, très heureux. En fait, nous avons pas mal de questions. Oui. Ok. En fait, premièrement, pourquoi on dit que c'était la plus vaste cité monastique d'Europe? Ah, pourquoi la plus vaste cité monastique d'Europe? Parce que vous avez ici une emprise qui fait 14 hectares. Ça fait 28 terrains de football. Voilà, donc c'est la plus grande emprise monastique d'Europe. Wow. Ok. Voilà. Et les travaux de l'abbatiale, quand est-ce qu'ils ont commencé? Oh, ça a commencé bien avant ma naissance. Ça a commencé environ dans les années 1104-1105. Ok. Et quelle est cette porte à contrebas de l'abbatiale, à gauche? Cette porte tout en bas, Oui. c'est la porte principale d'entrée de l'abbaye. Vous vous en rendez pas compte maintenant, mais avant, cette rue, c'était le village encore. Et on rentrait dans l'ensemble monastique par cette porte. On l'appelle la porte du bas. Ok. Et l'abbaye, elle a toujours eu une vocation religieuse? Oh non, au cours de l'histoire, elle a servi d'abord de monastère pendant 7 siècles, puis de prison pendant 150 ans, et depuis 1980, en gros, un centre culturel. Et quand est-ce que l'abbaye est devenue un prison? En 1804, on décide de transformer cet ensemble en prison. Mais on mettra 10 ans de travaux pour l'aménager, et en 1814, les prisonniers commenceront à arriver. Et il y avait combien de prisonniers? Alors, au 19e siècle, on va atteindre presque 2000 prisonniers, hommes, femmes, enfants. Merci. Vous êtes un vrai expert. Mais en fait, qui était le fondateur de l'abbaye? Ah, le fondateur, alors c'est un homme qui est même mort bien avant ma naissance. Il s'appelle Robert d'Arbrissel. Et où est-il né? Eh bien, il est né précisément à Arbrissel en 1047, un siècle avant ma naissance. D'accord, Voilà. Arbrissel, c'est à côté de Rennes, c'est en Bretagne. d'accord, je vois. Et sa profession, c'était quoi? Alors, c'était un ermite prédicateur itinérant. C'est-à-dire qu'il va de village en village et il fait de la prédication. D'accord, je comprends. Et c'est quoi l'origine du nom Fontevraud? Ah, Fontevraud, c'est une très très vieille histoire. Ça remonte aussi bien avant Robert d'Arbrissel. Ici, c'était une forêt où il y avait un bandit qu'on appelait Évraud, C'est quoi Bondy? un voleur. D'accord. Voilà. Qui s'appelait Évraud, hein, et la forêt s'appelait la forêt d'Évraud. Hein, Ok. et vous aviez une fontaine qui était là, hein, qu'on appelait la fontaine d'Évraud, qui va donner Fontevraud. Fontevraud. Voilà, Voilà. vous avez compris. Et je me suis enseignée que ici, c'est le centre culturel depuis combien de temps? Depuis 1975 en fait. Hein. Et dis-moi, où étaient des moines? Ah, les moines. Les moines se trouvaient juste derrière les 3 arbres que l'on voit là, 3 arbres, juste derrière le mur, dans un monastère qui s'appelait, c'est un prieuré qui s'appelait Saint-Jean de l'Abbey. Ils étaient environ une centaine maximum. D'accord. Pourquoi Saint-Jean de l'Abbey? Abbey pour habitation. D'accord. Voilà. Et ils faisaient quoi? Alors, on va en parler peut-être, j'aurai l'occasion de t'en parler. Les sœurs, c'est des contemplatives, elles ne sortent jamais. Les moines, eux, ont le droit de sortir, c'est ce qu'on appelle des chanoines. Donc ils font en fait tous les travaux que les femmes ne pouvaient pas faire puisqu'elles étaient cloîtrées. D'accord. Et ça les gênait pas d'être dirigés par des femmes? Ah ben à l'époque, oui. Ah oui. À l'époque, il y avait un dicton qui disait « Garçon de paille vaut fille en or ». Donc ça, quand même, c'est un monde d'hommes à l'époque. Hein. Mais justement, Robert d'Arbrissel, le fondateur, met les hommes aux ordres de la femme pour mettre cette femme en avant. Hein, voilà. Et ces hommes vont se révolter plusieurs fois. Certains vont mettre même le feu au bois en espérant que le monastère brûle. Il y aura un orage providentiel et le feu ne se propagera pas dans le monastère.
Et elles étaient logées où, les sœurs non contemplatives? Alors, ce que tu appelles les sœurs non contemplatives, en fait, on les appelle les sœurs laies ou les sœurs converses. Voilà. Elles étaient dans le petit prieuré qu'on devine, là. Tu vois, il y a un transformateur que l'on voit en béton. C'était le prieuré Sainte-Marie-Madeleine. Voilà, elles étaient là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh bien, en fait, ce sont les servantes de ces sœurs contemplatives. Les sœurs contemplatives ne font que de la prière, essentiellement. Donc, il faut bien faire à manger, faire la cuisine, repasser, laver le linge. Eh ben, ce sont les servantes, des sœurs contemplatives. Elles n'avaient que 3 prières par jour, c'est tout. Henri, j'aimerais vous présenter Lucie, une amie anglaise de... Bonjour. Enchanté, Henri. Très heureux. Alors, tu as 2 gîtes à Fontevraud, je crois. Hein? Oui, nous avons 2 gîtes en face de l'abbaye et beaucoup de clients anglais visitaient ici. J'adore l'abbaye. Et toi, tu es venu souvent Oui, le jardin, très très joli. Et surtout, vous êtes devant un des plus beaux chevets romans du XIIe siècle. Il est absolument magnifique. Oui, c'est magnifique. Il a été rénové quand? Oh, il a été restauré à partir des années 1904 jusqu'en 1912. Et encore, il y a une quinzaine d'années, on va encore restaurer notamment tout ce qui est modillon. Il y a une vingtaine d'années, ils ont été refaits pour la plupart. Parce qu'on a une expression française, être au chevet de quelqu'un, c'est être à côté de quelqu'un. Et dans ta chambre, tu as sûrement des tables de chevet. C'est tes petites tables de nuit où tu mets tes lampes et ton livre. Ok. Et puisqu'on parle de chevet, les moniales, les contemplatifs, étaient enterrés ici, au chevet de l'abbatiale. Ok, merci Ron. Voilà. Merci. Quand Saint-Benoît a été construit? Alors, Saint-Benoît, ce sont des infirmeries. Elles ont été construites assez rapidement, au tout départ, quand on va commencer à faire le monastère. Mais une très grande abbesse qui s'appelle Éléonore de Bourbon, au XVIe siècle, va reconstruire ces infirmeries. Donc, à l'époque de la Renaissance, elle reconstruit ces infirmeries. Si vous venez ici, pourquoi? Alors, ici, vous êtes en dehors de la clôture. Les monastères contemplatifs sont derrière. Donc là, vous êtes en dehors du monastère des sœurs contemplatives. Et ici, ce sont des infirmeries. On mettra donc des malades. Voilà pourquoi vous avez des cheminées, puisque les malades, en hiver, il faut que les salles soient chauffées, alors que dans le monastère, il n'y a pas de cheminée. Dans un monastère contemplatif, on ne se chauffe pas. Où dormaient les religieuses et après les prisonniers? Alors, les religieuses, je pense que vous parlez des sœurs contemplatives. Les religieuses dormaient derrière, sous ce toit que l'on aperçoit là. Voilà. Et plus tard, ça sera également les prisonniers. En revanche, les prisonniers qui étaient beaucoup plus nombreux que les moniales, on va arriver, je vous ai dit, presque à 2000 prisonniers, on va les mettre un peu partout pour les loger. Mais à l'époque, les sœurs contemplatives dorment uniquement dans les dortoirs qui étaient dans les soupentes que l'on aperçoit là. Combien de souliers il y avait? Alors, dans ce monastère contemplatif, il n'y a pas de cellule pour les moniales. C'est un immense dortoir où elles dorment côte à côte. À une époque, à la Renaissance, on va quand même mettre des petites séparations, on appelle ça des claustras, comme des cloisons, voilà, qui vont séparer les moniales, mais il n'y aura toujours pas de toit, ce n'est pas des cellules fermées, tout est ouvert. C'est simplement un paravent entre chaque moniale. Voilà. Et les prisonniers, par contre, ce dortoir, on va le découper en tranches pour faire des cellules. Et là, ça va vraiment être fermé. Je ne peux pas vous dire combien il y avait de cellules, mais on peut compter au moins une 60aine de cellules pour les prisonniers. Pendant la période religieuse, le cloître était important? Oui, le cloître est très important, moins que l'abbatiale. Mais le cloître, c'est le centre méditatif. C'est l'endroit où les moniales viennent 2 fois par jour pour méditer et prier intérieurement. Ok, et aussi pour la période de la prison aussi? Eh bien, à l'époque de la prison, ça sera un peu le même principe. Ils ne viennent pas de prier, mais ils viennent eux aussi s'aérer à tour de rôle. Ça sera un promenoir à l'époque de la prison. Merci. Quoi religieuses contemplatives, elles passaient par le regard bénédictin?
Ah, pour la règle bénédictine. Alors, à Fontevraud, c'est un peu plus compliqué que la règle bénédictine, parce que la règle bénédictine, c'est uniquement pour les moniales. Les hommes qui sont des chanoines, c'est la règle de Saint-Augustin. Donc, on fait une très grosse règle qui s'appelle la règle fontevriste, qui est plus importante que la règle bénédictine, mais qui s'occupe des hommes et des femmes qui vivent ensemble, mais séparément. Ah, merci. Et finalement, quelle dynastie a joué un rôle majeur dans la restauration de la cloître? Dans ce cloître-là? Ah, alors c'est surtout la dynastie des Bourbons. Hein, okay. Parce qu'au départ, évidemment, le cloître, il est roman, puisque le monastère est roman. Mais à la Renaissance, vous aurez de très très grandes abbesses de sang royal, d'où l'appellation abbé royale de Fontevraud d'ailleurs, hein, de la famille des Bourbons. Vous avez la tante de François Ier, qui s'appelle Renée de Bourbon, et la cousine de François Ier, qui s'appelle Louise de Bourbon. Eh bien, elles vont refaire à eux deux tout le cloître, au XVIe siècle. Voilà pourquoi la dynastie des Bourbons, qui finance bien sûr ces travaux, a vraiment un rôle très très important pour ce cloître. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vous ai renseigné? Oui. Très bien. Combien de temps il a fallu pour construire l'abbatiale? Robert d'Abrissel arrive ici en 1101. Au tout départ, on vit dans des cahutes de bois ou dans des troglodytes. Et les premières pierres du chœur vont être placées aux environs de 1104, 1105. On estime qu'on a dû mettre environ une cinquantaine d'années pour bâtir cette abbatiale. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la période religieuse? Alors, pendant la période religieuse, une abbatiale dans une abbaye, c'est le centre liturgique, c'est le centre de prière. Hein, c'est là où les moniales viennent 9 fois par jour. Ça commence tous les matins à minuit et demi par matine, laude, prime, tierce, sexte, nonne, vêpres, complis, 3 x 8, 24. Elles passaient leur temps en prière. D'accord. Et pendant la période de la prison, à l'époque de la prison? Alors à l'époque de la prison, le site va être divisé en deux, comme il était un peu divisé en deux d'ailleurs à l'époque des moniales. À l'époque des moniales, le chœur c'est les hommes ne sont pas au contact des femmes, les hommes sont dans le chœur et disent la messe et les femmes sont dans la nef. Mais à l'époque de la prison, le chœur va être transformé en chapelle, où on mettra des prisonniers quand ils voudront venir prier, et la nef va être transformée en atelier. Nous sommes en plein dans cette révolution industrielle du 19e siècle, où l'important c'est la machine, c'est pas les hommes. Hein. Donc on met les machines à l'abri dans la nef. En fait, c'est ton atelier. On va monter quand même 2 étages, vous avez vu que la nef est haute. Hein. On va monter 2 étages pour faire des cellules dortoirs. Hein. Et à un moment, quand on va commencer à monter jusqu'à 2000 prisonniers, on va casser carrément les 4 coupoles de l'abbatiale et on fera 2 étages supplémentaires dans les combles, 5 niveaux au total, 4 niveaux de cellules et en bas des ateliers. Très bien. Et moi, j'ai une petite question. Oui. Je suis polonaise, je connais votre nom, mais du coup, pourquoi vous êtes célèbre? Henri II, pourquoi je suis célèbre? Mais je suis un homme fantastique. J'étais à la fin de ma vie à la tête d'un empire, on parle carrément d'un empire plantagenet, qui va s'étendre du nord de l'Espagne au sud de l'Écosse, Irlande, Bretagne française incluse, 5 fois le domaine royal du roi de France. J'ai été également marié à Aliénor-l'Aquitaine, que tout le monde connaît, et je suis un des fils de Mathilde Lampresse. Mathilde Lampresse, qui est une femme également fantastique, c'est donc ma mère qui va être mariée à 7 ans à l'empereur d'Allemagne, qui va être veuve à 26 ans, qui rentre en Angleterre et qui va épouser Geoffroy le Bel. Geoffroy le Bel, c'est mon père. Voilà pourquoi la tradition veut que les gens reconnaissent que je sois encore assez beau. Hein. Voilà. Donc tout ceci fait que je suis un homme absolument exceptionnel. Et si je peux me permettre, combien de temps vous avez vécu avec Aliénor? Oh, avec Aliénor, j'ai vécu près de 40 ans. Des années parfois difficiles. Au début, beaucoup de bonheur. Par la suite, des années plus difficiles, puisque je vais quand même la mettre en prison pendant 15 ans. Ah bon? Et oui, elle refusait de m'obéir, et surtout elle s'est rébellée avec mes garçons contre moi. C'est la vie, hein? Oui, mais elle fera 15 ans, et notamment à la tour de Salisbury, en Grande-Bretagne, où elle sera libérée qu'à ma mort. Pardon? Vous l'aimiez? Mais bien sûr que je l'aimais, mais on ne peut pas se rebeller contre un roi. Je ne peux pas l'accepter. Parce que si mon épouse se rebelle, mes vassaux peuvent se rebeller aussi. Et vous aviez gouverné avec elle? J'ai gouverné avec elle par alternance, parce que Aliénor étant duchesse d'Aquitaine, je dois
pour être honnête, ça m'arrangeait beaucoup. Quand j'avais des problèmes en Angleterre, je lui laissais diriger l'Aquitaine et j'allais régler mes problèmes en Angleterre. Et quand il fallait régler les problèmes de façon plus musclée en Aquitaine, je l'envoyais Aliénor en Angleterre et je résolvais les problèmes en Aquitaine. Aliénor fera, à cause de moi, 20 fois le trajet traverser la Manche. Hein? D'accord. Et du coup, vous avez donné beaucoup d'argent à l'abbaye? Pas forcément à l'ordre Fontevraud. J'ai donné de l'argent, mais mon ordre préféré était l'ordre de Grandmont, dans lequel d'ailleurs je souhaitais être inhumé. Mais c'est Aliénor, puisque je vais mourir bien avant elle, hein, c'est elle qui me mettra dans l'abbaye de Fontevraud. Au départ, je devais être dans un monastère de l'abbaye de Grandmont. Ça fait vraiment du bien d'être assis. Hein. Oui. T'as pas mal aux Ouais. jambes? On a fait des kilomètres aujourd'hui. Oh. Bon, Henri, dans quelle salle sommes-nous arrivés? Nous sommes ici dans la salle du chapitre. Ah, eh bien c'est intéressant parce qu'il y a une expression en français, avoir voix au chapitre. Avoir voix au chapitre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'on a le droit de dire les choses, on peut s'exprimer. Et donc on est dans la salle des chapitres. Tout à fait. Alors, il y a une autre expression, c'est se faire chapitrer. Je vais vous montrer, hein, se faire chapitrer, c'est... Est-ce que c'était l'endroit où on se faisait chapitrer? Oui, pas exclusivement, Mais moi, je trouve que vous me posez beaucoup de questions. Je suis quand même Henri II, je suis le roi d'Angleterre, et voilà, presque 1 heure, vous me posez des questions. Je vais vous en poser des questions, moi, maintenant. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez... Alors, je vous ai dit que c'est la salle du chapitre. Est-ce que vous savez, les moniales, combien de fois elles venaient ici? Quand elles venaient? Non? 10 fois par jour. Bravo. Voilà, elles venaient tous les matins, au moins tous les matins, pour faire la première séance du chapitre. Le matin, vers 6h, 6h30, hein, entre chien et loup, où ici, l'abbesse va présider le chapitre. C'est bien, 1 fois par jour, oui. Mais est-ce que vous savez aussi qui commandait l'ordre Fontevraud? On a parlé de la règle, on a parlé des prieurés, on a parlé des monastères, mais qui commandait l'ordre Fontevraud? Est-ce que vous le savez? Qui commandait? Non? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une abbesse. Hein? C'est une femme qui est choisie parmi les moniales. Elle est élue très démocratiquement, une boîte, des jetons blancs, des jetons noirs, à butin secret. Hein? Et on élisait ici l'abbesse démocratiquement. Et l'abbesse est élue à vie. À quel âge on devenait abbesse? Alors, ça va varier en fonction de ce qu'on appelle les canons de l'Église, le règlement de l'Église, mais à une époque, ça sera 28 ans, à l'époque de Robert d'Abrixel, c'est 28 ans, à un moment, ça passera à 30 ans, je dirais autour de la trentaine, mais jamais plus jeune. Et alors, les filles, là, seraient de belles abbesses? Ah oui, de très très belles abbesses, très très belles abbesses. Mais il fallait surtout, pour être abbesse, il fallait avoir beaucoup d'autorité, parce que l'ordre Fontevraud va créer 147 prieurés qui vont s'étendre du nord de l'Espagne au sud de l'Angleterre. Donc c'est une véritable multinationale à l'époque. Hein. Voilà. J'ai une question. Oui, bien sûr. Dans le évier, Oui. sans le porte et la fenêtre ici. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Pourquoi? Parce que l'ordre Fontevraud est un ordre contemplatif et on ne chauffe jamais un monastère contemplatif. Tout à l'heure, nous étions dans les infirmeries où je vous expliquais qu'il y avait des cheminées parce que les malades en hiver, il faut bien chauffer les salles. Mais ici, les moniales veulent souffrir. Hein. Donc elles ne se chauffaient pas, donc elles souffrent comme le Christ, leur époux spirituel, a souffert sur la croix. Voilà. Une bonne idée. Voilà. Je ne sais pas si c'était une bonne politique. Mais... Alors, vous remarquez que cette salle est très très belle. J'espère que vous appréciez la beauté de cette salle. Est-ce que vous savez qui a refait cette salle? Qui a commandé cette salle? Est-ce que vous le savez? Ben, je vais vous l'expliquer. C'est forcément une abbesse, bien sûr. Hein. Alors, au départ,
c'est une salle capitulaire romane, bien évidemment, mais à la Renaissance, j'évoquais tout à l'heure dans le quad les abbesses de sang royal, les abbesses de Bourbon. Hein. Eh bien, cette abbesse que vous avez là, derrière moi, qui s'appelle Louise de Bourbon, c'est la cousine de François Ier, elle va recommander cette salle, elle va complètement la modifier à la Renaissance, et elle va commander ces peintures, car ce sont des peintures, ce ne sont pas des fresques, ce sont des peintures. Et elles vous font penser à quoi, ces peintures? Qu'est-ce qui vous frappe dans ces peintures? Ah oui, la crucifixion. Oui, la crucifixion. La résurrection. La résurrection, oui. Et là-bas? L'ascension. L'ascension, c'est ça. Voilà. Alors, ces peintures, ne croyez pas qu'elles soient là pour décorer. On ne décore pas une salle capitulaire. Ces peintures sont là pour expliquer au monial ce pourquoi elles sont là. Ce sont des aides pédagogiques. Voilà. Et il n'y a rien qui vous choque dans ces peintures? Parce qu'elles représentent la passion du Christ, oui, bien sûr. La trahison de Judas, la crucifixion, on l'a dit, l'ascension. Mais il n'y a rien qui vous choque, qui vous paraît surprenant? Le fait que l'abbé donne... Oui, oui, sur chaque peinture, des abbesses vont se rajouter. Alors, Louise de Bourbon, quand elle commande la peinture dès le départ, au XVIe siècle, bien sûr, elle se met, elle, directement sur la peinture. Elle va mettre sa tante aussi, Renée de Bourbon. Mais sur les autres peintures, il n'y avait aucune abbesse. C'était uniquement la Passion du Christ. Et il faut savoir que les abbesses viennent tous les jours ici. Et parfois, ces abbesses sont de sang royal. Et tous les jours, voir Louise, Renée, Louise, Renée, à un moment, elles en ont eu ras la coiffe et elles se sont fait représenter, rajouter sur les peintures. Voilà pourquoi vous avez cette abbesse là, par exemple. Regardez, vous avez un pied qui sort derrière dans le dos. On ne représente jamais une abbesse avec un pied qui sort dans le dos. Mais c'est parce qu'au départ, cette peinture, avec la trahison de Judas, représentait Saint-Pierre, que l'on voit avec son sabre, qui va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre Caïphe, qui s'appelle Malthus, et on voyait un homme qui était couché par terre, hein, et qui était attaqué par Pierre. Et l'abbesse, en se mettant devant, en se rajoutant, en faisant Photoshop, ni plus ni moins, elle se rajoute, et bien sûr, elle va cacher. Voilà pourquoi c'est un peu surprenant. Alors, vous avez aussi autre chose qui devrait vous choquer. Regardez bien, il y a autre chose qui devrait vous choquer. Regardez bien. Il y a eu 36 abbesses. Oui. À Fontevraud, il n'y en a pas 36, là. Parce qu'elles ne peuvent pas tous se représenter tout de même. Ah oui. Voilà. Elles on ne met les poussent pas principales. comme des champignons, quand même. Non, il y en aura 36, mais elles ne se mettent pas toutes. Mais ce sera les principales, les plus célèbres. Mais il y a quand même un détail qui devrait vous choquer, puisqu'on est dans un monastère. Il n'y a rien qui attire votre œil. Oui, c'est un monastère, oui, donc. Il y a une personne qui ne devrait pas être là. Oui, il y a une personne qui n'est pas religieuse sur les peintures. Un indice. Voilà, un indice. C'est une jeune fille. Trouvez la jeune fille qui n'est pas religieuse. Droit devant. Elle est là-bas, regardez, regardez. Voilà, elle s'appelle Mademoiselle de Blois. Et vous voyez, elle n'est pas en religieuse, elle n'est pas en moniale. Pourquoi? Parce que, en gros, à partir de Louis XIII, Louis XIV, on va continuer à envoyer ses filles pour en faire des moniales, mais on va commencer aussi à donner ses filles pour les cultiver. C'est-à-dire que, à l'époque de Louis XIV, ça devient en plus un pensionnat. Et cette jeune fille qui s'appelle Mademoiselle de Blois est la fille que le roi Louis XIV aura avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Et comme par hasard, l'abbesse que vous avez derrière, qui s'appelle Marie-Madeleine Gabrielle de Rochechouart de Mortemart, c'est la sœur de Madame de Montespan, qui était la maîtresse du roi, Madame de Montespan. Et donc, en fait, c'est sa nièce qui est à ses pieds, qui ne sera jamais moniale. Elle va être élevée à Fontevraud, et après, elle retourne à la cour de Versailles, et on les marie avec des princes, avec des ducs, avec des rois. Et Louis XV
fera mieux. Louis XV a eu beaucoup de filles. Ces 4 dernières filles, il va les confier à Fontevraud, non pas pour en faire des moniales, pour les éduquer. Alors bien sûr, on paye l'ordre Fontevraudiste. Une va mourir de maladie, et ensuite les 3 autres vont repartir à Versailles. Oui, il y a quand même un problème, parce que les religieuses prononçaient des vœux, il y avait quand même des vœux d'humilité. Alors, pas exactement. Elles ont, je fais très simple, elles ont 4 vœux. Le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, les vœux d'obéissance et les vœux de clôture. Elles ne quitteront jamais le monastère. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, je fais simple. Le silence, ce n'est pas un vœu. Parce que la religion de l'époque avait compris que chez une femme, un vœu de silence serait irréalisable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans la règle. Ça remonte déjà au VIe siècle, au Mont Cassin, avec Saint Benoît de Nursie. Saint Benoît de Nursie, le fondateur de l'ordre bénédictin, au VIe siècle, disait « Ferme ta bouche pour mieux ouvrir ton cœur ». Voilà. Donc, la règle, le silence, c'est dans la règle, ce n'est pas un vœu. Voilà. Mais est-ce que c'était un péché? De parler, mais bien sûr, parce que ce fameux chapitre des couples que vous évoquez, on viendra ici tous les mercredis, les moniales, l'abbesse est ici, elle préside, les moniales se prosternent au sol, les bras en croix, couchées au sol en face de l'abbesse, et elles devaient avouer les fautes qu'elles avaient faites contre la règle. Mais péché, ça veut dire sin? Oui, c'est ça. Oui, donc alors, rompre le silence, c'est un péché. C'est un péché. Grave? Oui, parce qu'on les appelait les muettes. C'est-à-dire qu'elles ne parlaient pas. Alors, quand je dis qu'elles ne parlaient pas, ici elles parlent, puisqu'on débat, on étudie la règle, on va élire une abbesse. Mais dans le cloître, on ne parle pas, dans le dortoir, on ne parle pas, dans le réfectoire, on ne parle pas. Voilà. Et c'est assez original parce que cette forme un peu de tribunal avec les moniales, puisqu'ici elles étaient un peu jugées, à l'époque de la prison, on va faire ici le prétoire. Le prétoire, c'est le lieu où le directeur de la prison, quand ce sera prison, jugera les prisonniers pour les fautes qu'ils ont commises dans la prison. Vous voyez, on trouve ce parallèle un peu étrange entre cette abbaye et cette prison plus tard. Bon, on est devant le réfectoire maintenant, c'est ça? Oui, tout ce bâtiment-là, c'est le réfectoire, et au bout, c'était les cuisines. Ah, la cuisine, ok. Et qu'est-ce qu'il avait le droit de manger, les religieuses? Alors, les moniales contemplatives suivent les prescriptions de la règle. La règle précise ce qu'il faut manger. Alors, déjà, une moniale contemplative, comme un moine, ne mange jamais de viande rouge, qu'ils appelaient, eux, des animaux à 4 pattes. Parce que la viande rouge, on considérait qu'elle échauffait le corps. Or, ces femmes sont des vierges. Ils doivent rester vierges toute leur vie. C'est le vœu de chasteté. Donc, on ne donne pas de la viande qui échauffe le corps. Donc, elle mangeait de la viande blanche, du poisson, des légumes, des fruits, des œufs, voilà. Pas de gras, pas de charcuterie, bien sûr. Et elles avaient droit à un demi-litre de vin blanc par jour, tout de même. Voilà. Un bon régime, alors. Tout de même, oui, du vin blanc. Et ils avaient mangé combien de fois par jour? Elles mangeaient 2 fois par jour, enfin surtout au début. Après, ça s'améliore un peu. Mais au début, c'est 2 fois par jour parce que vous avez souvent la messe le matin. Et pour aller à la messe, il faut être à jeun, il ne faut pas manger. Voilà. Elle mangeait dans ce réfectoire. Le repas durait en gros 45 minutes, mais ce n'est pas 45 minutes de repas. Elle mangeait en 12-13 minutes. Mais il y a beaucoup de prières, beaucoup de textes qui sont lus. Voilà pourquoi en fait la cérémonie du repas durait 45 minutes, mais en fait elle mangeait en 12-13 minutes. Okay. Voilà. Est-ce qu'ils étaient obligés de manger en silence? Bien sûr, mais c'est la règle du silence de partout, sauf dans la salle capitulaire et dans l'abbatiale, où elle chante, à haute voix. Mais autrement, dans le cloître, dans le réfectoire, dans le dortoir, on ne parle pas. Et est-ce qu'ils étaient obligés de manger en silence? Bien oui, puisque c'est la règle du silence à Fontevraud. Je vous ai expliqué quand on appelait les muettes. Alors, elles mangent en silence. Dans le dortoir, c'est en silence. Dans le cloître, c'est en silence. Elles ne parlaient que dans la salle capitulaire ou alors dans l'abbatiale pour chanter, bien sûr. Oui. Et pendant l'époque que c'était une prison, oui. Qu'est-ce qu'ils ont manufacturé ici? Alors, ils faisaient des choses très très simples.
Parce que le prisonnier, il n'est pas ici en formation professionnelle, il est ici pour être rentable, donc des choses très très simples. Il faisait du rempaillage de chaises, du montage de chaises, des vernissages de bois, des boutons de nacre, des semelles de cordes, voilà, des choses très très simples, de façon à ce que le prisonnier soit formé en 3 jours et soit rentable tout de suite. Et est-ce qu'ils étaient obligés de travailler en silence aussi? Mais bien sûr, on retrouve toujours ce parallèle. Même en prison. Mais bien sûr, les prisonniers, comme les moniales, c'est la règle du silence. Et si un prisonnier parlait, c'est dans la salle capitulaire où il était puni par le directeur de prison. Rappelez-vous, comme les moniales étaient punis par l'abbesse si elle parlait, dans la salle capitulaire. Voilà. Bon, on vous remercie pour le guide. Mais c'est un vrai plaisir. Et vous allez continuer pendant la nuit de faire le guide ou... Cette nuit non, mais on raconte dans la région que par les soirs de pleine lune, par les mois de soirée d'été, on aperçoit ma silhouette qui se déplace. Je recherche sûrement l'âme d'Aliénor, mon épouse bien-aimée. Bon, merci. Avec plaisir. Merci.